Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on termine notre lecture du tout dernier tome de la saga La Passe-Miroir, on se retrouve confronté, nous en tant que lecteurs, à une multitude de sentiments divers et variés qui nécessitent une intense réflexion. Et rien que pour ça, et parce que la saga La Passe-Miroir est une saga qui est riche et incroyable depuis le tout début, je dis un grand merci à Christelle Dabos. Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du tome 4 de La Passe-Miroir, La Tempête des Échos, que l'on doit toujours à Christelle Dabos et que vous retrouverez toujours aux éditions Gallimard Jeunesse. Il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas par où commencer, ça va pas forcément être évident, mais restez quand même avec moi. Alors d'abord, avant d'entrer dans les détails et que je commence à divulgacher un petit peu l'intrigue, il est important de savoir que ce tome 4 a fait et fait toujours énormément parler de lui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas fait l'unanimité auprès de ses lecteurs, loin de là. Et vous savez quoi? C'est pas grave du tout en fait, bien au contraire. Si un livre vous pousse dans vos retranchements, qui vous confronte à des émotions positives ou négatives, qu'il vous déçoit ou même qui vous rende heureux, il aura, sans que son écriture soit remise en cause, un peu comme avec la passe-miroir actuellement, accompli son rôle de vous faire voyager et de vous faire penser complètement à autre chose. Et ça, c'est un véritable tour de force, quoi qu'on pense du livre à la fin. Concernant la tempête des échos, justement, et sans vous divulgacher l'intrigue, sachez que beaucoup de personnes ont détesté la fin. En effet, j'ai d'ailleurs moi-même constaté sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé ma lecture de La Passe-Miroir, notamment sur Instagram en postant d'abord le premier tome, ensuite le deuxième, au fur et à mesure de ma lecture, que les gens me disaient ah bah, on a hâte que tu lises le dernier livre pour nous faire un retour. Et je sentais par rapport à leur avis que beaucoup n'avaient pas aimé ce quatrième tome. Et lorsque j'ai commencé à poster mon dernier post concernant La Passe-Miroir en disant que j'entamais ma lecture du dernier tome, les gens ont commencé à me dire des choses comme « j'ai été déçu, tu verras, c'est compliqué à comprendre, faut s'accrocher, je n'ai pas du tout aimé, c'était le moins bon des 4 ». Alors évidemment, tout ceci est extrêmement subjectif. Nous n'avons pas tous les mêmes attentes en tant que lecteurs, les mêmes attaches concernant l'histoire et les personnages. Et je savais que j'aborderais ce livre en occultant un petit peu ce que j'avais entendu concernant ce tome 4 et en essayant de me faire vraiment ma propre opinion. En revanche, s'il y a un conseil, un bon conseil que je peux vous donner et que j'avais moi-même reçu sur les réseaux sociaux concernant La Passe-Miroir et La Tempête des Échos, c'est de ne pas trop tarder dans votre lecture en enchaînant La Mémoire de Babel et ce dernier tome. Vraiment, si vous pouvez enchaîner le tome 3 et le tome 4 directement afin de ne pas être perdu dans l'histoire. Je dirais même, si vous avez la chance de n'avoir jamais lu La Passe-Miroir, eh bien essayez de lire la saga dans son intégralité, du tome 1 au tome 4 sans interruption, si vous pouvez. Ou alors de vraiment pas trop espacer le temps entre chaque tome et surtout entre les deux derniers, le tome 3 et le tome 4. Ça sera beaucoup plus simple pour votre compréhension de l'histoire. Car oui, je l'admets, ce tome 4 est vraiment complexe. Que vous soyez assidu en lecture comme je le suis, ou habitué à des textes compliqués ou alambiqués, ça ne changera rien au fait que, après avoir lu 3 premiers tomes vraiment fluides et faciles à la compréhension, vous serez sans doute perturbé par la narration de ce tome 4. Surtout, et je me répète, si vous avez lu les anciens tomes trop longtemps avant d'entamer celui-ci. Donc vraiment, si vous avez terminé La Mémoire de Babel, enchaînez directement sur La Tempête des Échos pendant que votre esprit est encore ancré dans la saga, que vous avez encore tous les détails bien dans la tête, ça vous aidera. Maintenant, pour en revenir au tome 4 sans divulgacher l'intrigue, oui, je confirme que La Tempête des Échos a failli me perdre à un moment donné de ma lecture. Oui, l'histoire se complexifie, oui, l'autrice nous fait des révélations et en même temps soulève de nouvelles questions, et oui, la fin m'a laissé complètement perplexe et dubitatif, même si elle est cohérente, je trouve, avec l'ensemble de la saga. En tout cas, on sent et on sait que l'autrice avait prévu cette fin-là. Les pièces se remettent en place petit à petit, c'est plutôt cohérent et c'est plutôt bien fait. Après, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, pour ma part, je ne vais pas vous dire que je suis déçu, je suis juste perplexe. Il a fallu que je m'accroche pour que je comprenne l'histoire et les révélations qui en découlaient. Et c'est vrai que je m'étais imaginé pas mal de choses totalement différentes depuis les précédents tomes. Si bien que je n'étais vraiment pas du tout sûr de savoir où l'autrice nous emmenait et si ce que je lisais me plaisait vraiment ou pas. D'ailleurs, avant même d'apprécier ou de ne pas apprécier certains passages du livre, j'ai été frappé par le même constat que Émilie de la chaîne Bulldop. Oui, en effet, j'étais juste incapable de dire si ce que j'avais entre les mains, ce que je lisais, j'aimais ou j'aimais pas. J'étais complètement largué. Et c'était un sentiment particulier parce qu'en même temps, j'arrivais pas à lâcher ma lecture, j'étais vraiment pris dedans, il n'y avait rien qui pouvait m'en décrocher. Ce qui est plutôt bon signe, mais en même temps, je me disais,
Mais pourquoi? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tel personnage n'apparaît plus? Pourquoi tel second rôle n'a finalement pas autant d'importance que cela? Pourquoi tel personnage fait cette action? Pourquoi il ne se passe pas ça? Bref, où va-t-on? Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est quoi ce passage hyper compliqué? Pourquoi? Bref, c'est vrai que c'était pas du tout la même lecture que les 3 précédents tomes, et oui, c'est perturbant. En tout cas pour moi, et je vous le dis exactement comme je l'ai ressenti, et que je continue à le ressentir plusieurs jours après avoir terminé ma lecture. Pour vous faire un petit résumé de ce tome 4 sans divulgacher l'intrigue, sachez que l'on retrouve Ophélie et Thorn prêts à tout pour retrouver Eulalie d'Ie, et le fameux autre que Ophélie a libéré du miroir la toute première fois. Ce fameux autre qui serait à l'origine de l'effondrement de toutes les arches, et de la disparition de certains personnages. Le tome 3 nous avait laissé avec cette relation amoureuse entre Thorn et Ophélie qui se concrétisait enfin, à mon plus grand bonheur. Et nous les retrouvons dans ce tome 4, en tout cas au début, tels qu'ils sont, avec cet amour qui les unit, qui est vraiment spécial, un amour non conventionnel comme ils aiment le dire, et qui fait la force de la saga. Ils sont fin prêts à en découvrir plus, et nous les suivons étape par étape, notamment à travers les yeux d'Ophélie, qui ne cesse de s'émanciper et de gagner en profondeur et en héroïsme depuis le début de la saga. Car oui, et à mon sens, s'il y a bien une évolution majeure et importante et incroyable dans la saga La Passe Miroir, c'est bien celle qui concerne le personnage d'Ophélie, qui a une évolution incroyable de qualité, une évolution magistrale depuis le tout premier tome. Et en tant que lecteur, je dois dire que je suis complètement sidéré, complètement admiratif par rapport à tout ce travail qui a été fait concernant le personnage d'Ophélie, qui est un personnage vraiment, vraiment incroyable depuis le tout début et qui n'a jamais cessé d'évoluer et de se maintenir comme ça. Je parle d'Ophélie, mais il y a aussi pas mal d'autres personnages que j'affectionne beaucoup dans cette saga qui ont eu une belle évolution également. On peut penser aussi à Thorn, à Archibald, Berenild ou encore la tante Roseline. Je ne les oublie pas, mais Ophélie est le personnage principal de cette saga. Et en tant que personnage principal, je trouve qu'elle a vraiment eu une évolution incroyable. Mais c'est même pas le fait qu'elle soit un personnage principal quand j'y pense, c'est le fait que Christelle Dabos ait créé une héroïne qui est imparfaite, qui est brute, à laquelle on peut s'identifier rapidement et qui à la fin reste inoubliable. Elle cherche d'ailleurs à obtenir des réponses à ces questions, et nous en tant que lecteurs, c'est exactement la même chose, donc on la suit dans ses aventures en essayant d'en découvrir plus à travers elle. Maintenant, comme d'habitude, et vous connaissez la phrase magique, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu La Passe Miroir, le tome 4, La Tempête des Échos, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Mais je vais essayer de faire court cette fois parce que ce tome 4 est quand même complexe à expliquer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autre part parce que sinon cette vidéo durerait des heures et c'est pas le but. Globalement, nous en apprenons plus sur les échos, sur leurs origines, sur ce monde à l'envers à la Stranger Things qui est dû à la déchirure, qui finalement n'en est pas une, et qui est dû à Eulalie et à son écho, qu'Ophélie a donc rencontré la toute première fois lors de son tout premier passage dans le miroir. Nous découvrons aussi cette matière qui compose ce monde à l'envers, j'ai oublié le nom parce qu'il n'est pas facile à retenir, et le chaos créé par ces deux mondes qui ne cessent de réclamer un équilibre perturbé par Ophélie, Eulalie et leurs échos. Alors vous qui avez lu le livre, je peux en parler directement, j'ai été assez déçu par rapport à des personnages qui ont été un petit peu mis en retrait et oubliés, j'ai envie de dire, dans ce dernier tome. Je pense notamment à Berenild, que j'adore, et qu'on ne revoit pratiquement pas. Clairement, dans ce tome 4, elle ne sert pas à grand chose, on la voit pas beaucoup. Il en va de même pour Archibald, qui ne sert pas à grand chose, même si lui, il a quand même ce petit côté qui nous émeut un petit peu plus, parce qu'on apprend qu'il est malade. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin de l'ouvrage, on ressent pas mal de choses par rapport à ce personnage. Mais tout de même, que ce soit lui ou Berenild, je les ai trouvés quand même un peu effacés. J'ai été très déçu par le personnage de Victoire. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'en attendais vraiment, vraiment, vraiment plus. Je pensais vraiment qu'elle avait un rôle hyper important, que son pouvoir de projection astrale allait nous mener quelque part dans un endroit vraiment oufissime avec une révélation incroyable. Je me disais même que c'était peut-être elle, la fameuse autre. Je me demandais si elle avait un lien avec Ophélie, etc. Enfin, j'avais imaginé plein de choses. Et finalement, Victoire, c'est la douche froide. C'est une grosse déception à mon sens. Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, les différents voyages qu'elle effectue en se projetant astralement, à la fin, ils ne servent pas à grand chose. Alors peut-être si dans la toute dernière scène finale où Thorn lui vient en aide et lui sauve la vie, entre guillemets, oui, ça c'était pas mal. Mais tout ça pour en venir juste à ce passage-là, je suis un peu sceptique. Je m'attendais vraiment à autre chose concernant le personnage de Victoire. Je pense au personnage de Renard et Gaël. Alors là, bah,
Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ouais, je suis hyper sceptique par rapport à ça. Je suis surtout perplexe concernant leur fin. Je l'ai trouvée vraiment expéditive et je trouve qu'on revient pas assez souvent dessus, voire pas du tout. Enfin, je suis un peu surpris et vraiment un peu dégoûté par rapport à ça. Je pourrais aussi ajouter la disparition du personnage d'Ambroise, celui qu'Ophélie a rencontré, hein, je parle, qui n'est pas le véritable Ambroise, mais qui est celui qui lui a vraiment ouvert son amitié et qui nous a plu, nous, en tant que lecteurs. Bon, même si lui, je dois avouer que quand même, ses adieux ont plutôt bien été faits et Ophélie a souvent des pensées le concernant, donc ça passe. Mais Renard et Gaël, ouais, je continue de le dire, hein, mais déception. Dans les côtés positifs qui m'ont plu, il y a tout ce qui concerne la partie du personnage d'Octavio, de Lady Septima, si je le dis bien. Tout ce qui concerne la famille d'Ophélie qui revient au bon moment, qui ont droit à une scène commune qui est plutôt réussie à la fin. Donc ça, c'était plutôt bien amené. Et j'ai adoré la révélation concernant le personnage d'Elisabeth, que je n'ai pas vu venir, que j'ai pas anticipé et qui était vraiment bien fait. Mais à mon sens, beaucoup de second rôles qui s'étaient transformés depuis le tome 2, que j'avais fini par adorer, se sont retrouvés un petit peu effacés depuis le tome 3 et surtout dans ce tome 4 et à mon plus grand regret. Je pense qu'ils auraient mérité qu'on s'attarde plus sur eux dans ce dernier tome. Je pense même aux doyennes d'Anima, qui pour moi représentaient quelque chose d'assez incroyable, et je pensais même qu'elles avaient quelque chose à voir avec toute cette histoire. Et au final, leur rôle est plutôt minime, on ne les revoit même pas. J'ai eu une petite déception aussi concernant ça. Bref, en ce qui concerne le mystère autour de Lali, Dieu, de l'autre, des échos, d'Ophélie, de son rôle qu'elle a à jouer là-dedans, j'ai trouvé que c'était quand même cohérent, même s'il faut s'accrocher pour comprendre ces histoires de Dieu, de tous ces passages où on en apprend sur cette matière. C'est vraiment compliqué, mais si on arrive à suivre et à s'accrocher un minimum, ça paraît logique. À aucun moment je me suis dit que c'était tiré par les cheveux ou que c'était pas cohérent par rapport à l'intrigue principale et aux anciens tomes. Juste, je me suis dit que par moments c'était difficile à comprendre et je rejoignais du coup les commentaires qui m'avaient été faits par rapport à ce tome 4 et je suis obligé de dire que je suis d'accord avec eux. Il faut s'accrocher, c'est difficile à comprendre. Et bien sûr, pour finir, j'attendais probablement une autre fin que celle-ci, même si celle-ci est cohérente et propre à l'autrice. J'attendais quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de plus simple. Euh, En tout cas, pas une fin ouverte. Oui, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps et que vous regardez un petit peu mes vidéos, vous devez savoir que les fins ouvertes, comme celle de la passe miroir, sont les fins que je déteste le plus. Que ce soit pour les films, les séries télé, les dessins animés ou les romans comme là, je déteste les fins ouvertes. C'est un parti pris, mais qui dit fin ouverte dit pour moi frustration. J'y peux rien, je suis comme ça. Quand l'auteur, le réalisateur ou peu importe, quand ces gens-là font une fin qui est ouverte, qu'ils ne disent pas ouvertement comment ça se termine, que ça peut se terminer bien, hein, ça peut se terminer mal, je m'en fiche, ou même neutre. Quand c'est une fin ouverte, je n'aime vraiment pas ça. À partir du moment où c'est au spectateur ou au lecteur de se faire sa propre interprétation, j'avoue que je n'aime pas vraiment ça. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi la fin, qu'est-ce qui a été imaginé par l'auteur, le scénariste, le réalisateur, peu importe, où est-ce qu'il voulait nous emmener, sans avoir forcément toutes les révélations à la fin de l'ouvrage ou du film ou de la série, peu importe, mais avoir un chemin bien précis à la fin. Bref, je me répète, mais j'aime pas les fins ouvertes, et forcément, la passe miroir finit avec une fin ouverte, donc forcément, je pouvais pas aimer. Et en plus, c'est une fin ouverte sur ce qui m'a tenu en haleine depuis le tout début, depuis le premier tome de la passe miroir, à savoir une fin ouverte concernant Ophélie et Thorne. Là, au niveau de la torture psychologique, j'étais le candidat parfait. Cette relation magistrale qui s'est construite depuis le premier tome, qui a évolué, mais vraiment de façon incroyable, se finit sur un suspense, et là franchement je me suis dit c'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal, mais encore une fois c'est personnel. Limite, quand je suis arrivé à la dernière page, aux toutes dernières lignes du roman, si j'ai pas crié «Le tome 5, vite!» Non mais vraiment, Ophélie qui finit son aventure sans Thorne à ses côtés, qui s'est sacrifié pour la sauver. Certes, c'est joli, c'est un petit côté poétique, et en plus elle décide avec toute sa merveilleuse détermination à essayer de le retrouver coûte que coûte. C'est beau, c'est touchant, mais il manquait un chapitre. Ça peut pas se finir comme ça en fait, la passe miroir. Bref, c'est hyper frustrant. Oui, je voulais qu'Ophélie et Thorne finissent ensemble à la fin de la saga. C'est peut-être un peu cliché, c'est peut-être un petit peu trop prévisible comme diront certains, mais quand on voit comment finit la passe miroir, quand on voit comment Ophélie finit à la fin du tome, franchement, quand on y pense, Ophélie,
Elle finit, elle est chauve, elle n'a plus son pouvoir de liseuse, elle a juste littéralement plus de doigts, c'est des moignons qu'elle a, et en plus elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Euh, on se dit qu'elle aurait quand même eu le droit à retrouver Thorn, non? Enfin, à mon sens, la faire finir avec Thorn, avec tout ce qui leur est arrivé depuis le début, ça aurait été ouais, une belle fin, mais ça aurait pas été non plus un happy end extraordinaire, ça aurait pas gâché l'histoire que ça se finisse bien entre ces deux personnages. Je trouve que ça aurait dû finir comme ça. Ça aurait été une conclusion méritée pour ces deux personnages, en tout cas, à mon sens. C'est la fin que j'aurais voulu, c'est pas ce que j'ai eu, mais c'est comme ça. Hein, chacun est libre de créer l'histoire qu'il a envie. Christelle Dabos a voulu cette fin-là et moi je la respecte, il y a pas de souci. Je vous dis juste que moi je pensais ce que j'aurais voulu voir dans la passe miroir. En arrivant à la conclusion de la passe miroir, j'ai fait l'impasse sur certaines intrigues qui sont vraiment, vraiment géniales dans ce tome 4. Je pense notamment à l'arrivée d'Ophélie, l'arrivée volontaire d'Ophélie au centre des divinations, lorsqu'elle passe différentes étapes pour essayer d'en apprendre plus sur la corne d'abondance, etc. Tout ça c'était extrêmement bien écrit et vraiment jouissif. On a quand même dans ce tome-là une pression constante, on est vraiment stressé pour l'héroïne, on a vraiment envie d'en découvrir plus, c'est toujours vraiment bien décrit, les personnages sont vraiment, vraiment intéressants, vraiment, vraiment bien écrits. Et on a vraiment envie de remettre les pièces du puzzle en place en même temps que l'héroïne. On sourit, on tremble, on pleure, bref, on passe par tout un tas de sentiments. Et rien que pour ça, ce tome 4, il est quand même réussi pour ça. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est un doux mélange. Personnellement, je passe par diverses émotions avec ce tome 4. C'est comme ça. Ma conclusion. La passe miroir, tome 4, La tempête des échos, est un roman de conclusion qui laisse réfléchir. Il est vraiment difficile pour moi de vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé ce 4e tome. Assurément, il est compliqué à appréhender. Il nous embarque par des chemins que j'aurais pas du tout anticipés. Et il faut vraiment, vraiment bien s'accrocher pour comprendre l'intrigue et les révélations qui nous sont faites. Beaucoup de choses m'ont frustré dans ce roman. Mes attentes n'ont pas toutes été comblées malheureusement, et ce sur bien des points. Mais quoi qu'il arrive, ça reste extrêmement bien écrit. Même quand on est dans des passages hyper compliqués et qu'il faut s'accrocher, ça reste vraiment, vraiment bien écrit. C'est toujours bien détaillé, que ce soit au niveau des émotions, des descriptions des paysages, des lieux. Tout est vraiment maîtrisé de A à Z, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. La passe miroir, c'est vraiment incroyable. Et je dirais même que d'un point de vue écrivain, d'un point de vue auteur, il est difficile de faire mieux que l'écriture de la passe miroir, pour une saga jeunesse en tout cas. La tempête des échos est un ouvrage vraiment maîtrisé de A à Z par Christelle Dabos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa fin. Maintenant, pour moi, il reste le moins bon de cette saga. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce 2e tome, Les Disparus du clair de lune, qui restera mon tome préféré de cette saga. Celui-ci, je le mets un petit peu en dessous des autres, parce qu'il n'est pas comme les autres justement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon pour autant. Ce que je pense en tout cas, c'est que La tempête des échos nécessite absolument une 2e lecture. Je dirais même que la saga en elle-même entière nécessite une 2e lecture pour essayer justement de mieux comprendre l'histoire, les enjeux, de redécouvrir l'histoire avec un second regard, et peut-être même que des détails qui nous ont échappé lors des premières lectures pourront peut-être trouver leur réponse plus facilement lors d'une seconde. Je reste persuadé qu'il y a des choses qu'on comprendrait mieux si on les relisait une seconde fois, et en plus, même si je reste un peu dubitatif et dans l'incompréhension avec ce tome 4, c'était tellement bien écrit que j'ai quand même envie de le relire, ne serait-ce que pour mieux comprendre, et peut-être en apprécier un peu plus la fin. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce voyage de la passe miroir. Cette saga est incroyable, elle est vraiment, je me répète, hein, bien écrite. Les personnages sont incroyables, parfaitement maîtrisés. Et même si ce dernier tome est un peu plus compliqué, ça n'enlève rien au fait que cette saga est riche sur pas mal de points, que le voyage était tellement appréciable qu'on a envie de relire la saga dans le futur. Ça changera jamais. Et vraiment, comme je le dis, il ne faut pas oublier la traversée qu'on a fait avec la passe miroir. C'est ce que je retiendrai de cette saga-là, cette épopée, ce voyage que l'on a fait pendant 4 tomes, ce voyage incroyable où on a découvert des mondes riches, incroyables, beaux, des personnages hauts en couleur, et une héroïne vraiment, vraiment incroyable. Si vous n'avez pas encore lu La passe miroir et que vous tombez sur cette vidéo et sur cette partie de conclusion que je suis en train de faire, je vous recommande vraiment, vraiment de lire cette saga qui est vraiment extraordinaire. Vous y trouverez des personnages extrêmement bien travaillés, intéressants et attachants. Et surtout un univers singulier, riche et prenant qui vous fera assurément voyager. Et malgré tout, la fin pourrait vous plaire, car encore une fois, c'est subjectif. Ce n'est pas parce que la fin n'a pas plu au plus grand nombre que pour vous, ce sera forcément le cas aussi. Peut-être que vous apprécierez cette fin. Il y a d'autres personnes sur YouTube qui ont fait des chroniques en disant que la fin de la passe miroir était extrêmement réussie, qu'il ne pouvait y avoir d'autres fins.
Donc je vous laisserai découvrir ces vidéos-là si vous en avez envie. Bref, malgré mes doutes et le fait que je n'ai pas réussi à vous donner un avis concret sur ce 4e tome de La Passe Miroir, il n'empêche que je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Dans la prochaine vidéo livre, je vous parlerai d'un ouvrage qui fait débat, qui fait encore plus débat que ce 4e tome de La Passe Miroir. Je vous parlerai de la Bible. Oui, de la Bible. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.